Soudan, guerre fratricide, pourquoi N'Djamena veut-il l'implication de l'armée française? Telle est notre grande interrogation. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux Panafricanistes. Troisième pays d'Afrique par sa superficie, le Soudan, 45 millions d'habitants, nous dit-on, s'enfonce depuis bien longtemps dans des violences entre deux branches militaires. Au moins 180 personnes, parmi lesquelles 3 humanitaires de l'ONU, nous dit-on, ont été tués. Bon nombre dans la capitale Khartoum, selon les Nations Unies. Des dizaines de combattants seraient morts, mais les deux camps n'ont jamais communiqué sur les pertes. Les combats opposent l'armée régulière fidèle au général Abdel Fattah al-Burhan aux forces de soutien rapide FSR et bien une milice dirigée par notre général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti. Eh bien, cet homme a été accusé d'exaction au Darfour et d'avoir massacré les manifestants à Khartoum, jusqu'à preuve de contraire, c'est le narratif occidental. Il est aussi lié, nous dit-on, aux Émirats arabes unis, auxquels il a fourni des hommes contre rétribution pour se battre au Yémen et à la société de mercenaires russes. C'est ce qu'il a écrit toujours à Wagner, avec laquelle il a des liens d'affaires. J'aime bien ce narratif venant de l'Occident, il faut bien qu'on vous le fasse savoir. Eh bien, mesdames, messieurs, depuis un bon bout de temps, le conflit était latent depuis des semaines entre le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant de facto du pays, et son numéro 2, le général Mohamed Hamdan Daglo Hemeti, qui avait été évincé d'ailleurs l'ensemble des civils du pouvoir lors du putsch d'octobre 2021. D'un côté, il y a l'armée gouvernementale héritière de l'armée du maréchal Omar el-Béchir, l'ancien président qui dirigea le Soudan pendant 3 décennies. Le général al-Burhan était son bras droit. C'est donc toujours le même régime qui se poursuit en tout cas sous le couvert de transition démocratique et qui a aujourd'hui des problèmes économiques, relèvent d'ailleurs plusieurs experts. En face se trouve également un groupe armé qui n'a pas les mêmes codes que l'armée régulière mise en place pour réduire la rébellion au Darfour. La FSR se compose de jeunes nés dans des camps et surtout des hommes bien formés justement par Hemeti. Un homme du peuple, aimé par le peuple et qui, jusqu'à preuve de contraire, est envoyé par le peuple pour dégager celui qui travaille pour les États-Unis, celui qui travaille justement pour l'Occident. Mais ces derniers jours, mesdames, messieurs, N'Djamena, on parle bien sûr du Tchad, les autorités tchadiennes veulent l'implication de l'armée française dans le conflit qui oppose justement les deux généraux. Voilà pourquoi nous nous interrogeons nous aussi, Soudan, guerre fratricide, pourquoi N'Djamena veut-il l'implication de l'armée française? Et d'ailleurs, qu'est-ce que N'Djamena vient faire dans une affaire au Soudan? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Matengene. Il est enseignant à l'université de Douala. Il est notre invité ce mercredi 10 mai de l'an de grâce 2023. Jonathan Matengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Goss, bonjour aux milliards de téléspectateurs qui nous regardent et qui tous les jours donnent de l'énergie à ce grand combat. Nous savons qu'après les émissions, ils continuent le combat sur le plan pratique, organisent des meetings, des rencontres et permettent au combat de vivre, de pleinement vivre sur le territoire où ils habitent. Nous leur disons beaucoup de courage, nous sommes confiants, la victoire est là, elle est devant nous et cette victoire, nous allons la savourer avec toute la joie qui s'impose. Jonathan Matengene, vous qui suivez justement l'actualité soudanaise, où en est-on avec ce conflit entre deux frères du côté du Soudan? Conflit entre deux frères, effectivement, conflit très passionnant finalement, très passionnant parce que c'est un conflit qui nous a amené à aller faire l'histoire du Soudan et comprendre le Soudan. Un pays qui a été dénaturé, mon frère Ngoz. Un pays qui a été dénaturé depuis le 7e siècle. On a toujours cité ce siècle décisif où a émergé l'islam et où, après la mort de Mohammed, on a vu des conquérants naître dans la zone de l'Arabie et venir sur les côtes africaines
avec une culture qui n'était pas la nôtre. Oui. Cette culture, c'est par exemple la razzia. Les Arabes pratiquaient les razzias depuis des siècles. C'est leur culture. Pour ceux qui ne savent pas, la razzia, c'est le vol. C'est le crime. Mais ce n'est pas un crime dans la culture arabe. C'est pour dire à quel point, pour nos frères qui parfois disent je me sens un tout petit peu arabe parce qu'il est devenu musulman, il ne comprend même pas ce que signifie être arabe. L'arabe a un brin de sauvagerie dans sa culture qui est magnifié et qui est vécu comme étant un fait normal. Donc, ils ont apporté les razzias et avec les razzias, ils tuaient les peuples, par exemple les Nubiens, qui sont une tribu qui existe aujourd'hui en petite partie du côté de l'Égypte, au sud de l'Égypte et dans le nord de l'actuel Soudan. Les Nubiens, ils ont massacré les Nubiens. Ils n'ont donné de choix avec leur philosophie un peu bizarre de conversion. Ils n'ont donné de choix à ceux-là que de se convertir ou de mourir. Certains Nubiens ont résisté, d'autres ont finalement flanché. Ils ont agi ainsi avec plusieurs peuples du Soudan qui ont été éradiqués, un vrai génocide, éradiqués les Arabes pour conquérir ce territoire. Et ils n'ont pas réussi à véritablement le conquérir parce que le territoire était très vaste, c'était ça la Basse-Égypte. Pour ceux qui ne le savent pas, quand on parle toujours de la Basse-Égypte, c'est ce territoire-là. Ça redescend jusqu'au large du Cameroun, nord Cameroun, une partie du Tchad. C'est un conflit fratricide aujourd'hui, donc auquel on assiste, qui est dans la continuité de cette histoire qui n'a pas encore été résolue. Une colonisation violente, brutale des Arabes, puis une tentative de colonisation des Turcs via les Égyptiens, parce que au moment les Égyptiens étaient des représentants turcs sur le territoire, avec Muhammad Ali, et 1898, les Anglais qui s'imposent, les Anglais qui vont apporter leur mode qui vont fixer les peuples, et les Anglais vont introduire un melting pot. Ils vont changer la physionomie du Soudan. Le Soudan n'était pas une zone, depuis la fin de la Basse-Égypte, ce n'était pas une zone qui était permanemment habitée. C'était une zone aussi de transit. Il n'y avait que les Nubiens qui avaient réussi à se fixer au pourtour du Nil. Donc, c'était une zone de transit entre des peuples nomades. Par exemple, vous avez les Tayacha, qui sont un peuple tchadien, qui transitaient, qui sont des nomades, se déplaçaient dans cette zone. Vous avez les Founges, c'est aussi un peuple qui était nomade, qui se déplaçait. Et les Britanniques vont sédentariser ces peuples et vont introduire le principe de Dar. Dar. Pour les Fous, Darfour. Pour les Founges, Darfounge. Ils vont fixer les peuples sur des territoires. Mais ils vont faire bien plus que ça. Ils vont aller chercher les populations jusqu'au Sénégal, qui vont venir parce qu'il faut remplacer un certain type de population. Ils avaient besoin de main-d'œuvre, pardon. Ils vont aller chercher les main-d'œuvre jusqu'au Sénégal, jusqu'au Nigeria, à Kano et même à Yola. Ils vont récupérer des populations qui vont venir constituer la main-d'œuvre. Et c'est pourquoi d'ailleurs ces populations vont se retrouver pour la plupart à Khartoum et sont aujourd'hui majoritaires à Khartoum, mais ne sont pas des autochtones de Khartoum. Elles se revendiquent désormais population
qui ont le contrôle sur Khartoum comme autochtones, mais c'est une autochtonie artificielle. Et ces peuples-là, ces peuples vont constituer le premier grand socle de la formation de l'État du Soudan. De l'État du Soudan. Alors, le conflit est vraiment encore fratricide parce que pour ce qui est de Emeti, par exemple, Emeti, lui, il est originaire du Tchad. Il a une parenté qui vient du Tchad. Pourquoi? Parce que en 1980, Omar el-Béchi décide, parce qu'il constate qu'il y a un gros conflit entre les populations qui n'ont pas pu être arabisées, qui n'ont pas pu être islamisées. J'ai toujours parlé de ces phénomènes de l'arabisation de l'islam, qui est un phénomène qui a dénaturé l'islam. Donc, les populations qui n'ont pas pu être islamisées, Omar el-Béchi part les chercher au Tchad, au centre du Tchad, et il va essayer de repeupler le Darfour, de concentrer ces populations dans le Darfour. Pourquoi? Parce que il veut que ceux qui se reconnaissent dans la culture arabo-musulmane soient plus nombreux dans cette région. Et donc que les velléités de résistance que l'État subit là-bas, parce que lui, il est à la tête d'un mouvement qui se revendiquait islamiste. Vous savez que El-Béchi, c'est quand même quelqu'un en 89 qui a eu des contacts avec Osama Ben Laden quand Osama Ben Laden était sur le territoire du Soudan. À l'époque, il travaillait pour la CIA et El-Béchi était en très bon terme avec la CIA. Donc, ça a permis aussi à la CIA de déconstruire tous les chevaux, tout ce qui était construit au niveau de l'Éthiopie. On a tué Haïlé Mariam Mengistu, on a tué Mengistu. Donc, il y avait toute une reconstitution de l'espace d'influence états-unienne dans la zone. Et c'est comme ça qu'émerge El-Béchir. El-Béchir va promouvoir, il va faire venir les populations tchadiennes. Et cette migration tchadienne va faire venir des hommes comme Emeti. Emeti, c'est l'oncle de l'actuel dirigeant du Tchad, le fameux général Mohamed Idriss Déby Kaka. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, les autorités de N'Djamena appellent la France à se mêler de ce conflit. Les autorités de N'Djamena ont d'autres intérêts. Ils ont d'autres intérêts. Il y a les populations, il faut noter que nous avons affaire avec un conflit qui finalement s'enlise dans une situation où il y a des contentieux historiques qui n'ont pas encore été vidés. Oui. Le Tchad le fait, aujourd'hui sollicite la France, certainement parce que au niveau de N'Djamena, ils ont peur de l'effet boomerang de ce qui se passe au Soudan. Au Soudan, même si Emeti c'est son oncle, Emeti n'a pas eu le soutien des Tchadiens. Emeti a par contre eu le soutien de Maréchal Haftar. Maréchal Haftar a envoyé des hommes, on parle de près de 25 000 hommes qui sont partis de Libye. Il a envoyé du matériel. Pourquoi? Parce que le petit frère d'Emeti est le chef d'état-major du maréchal Haftar. Le Tchad a peur. Souvenons-nous, la dernière attaque du FACT, cette attaque était partie de la Libye. Et en Libye, les hommes du FACT, Mahdi par exemple, avaient un accord avec le maréchal Haftar. Et c'est fort de cet accord que la rébellion tchadienne avait eu les moyens d'attaquer les autorités tchadiennes. Donc aujourd'hui, certainement, voyant que les hommes du maréchal Haftar sont cette fois-ci au niveau du Soudan, le Tchad craint, du moins le pouvoir en place craint, d'être pris en tenaille, cette fois-ci par les hommes du maréchal Haftar qui pourraient revenir avec leur coalition avec le FACT. Quoi qu'il y a eu beaucoup d'eau qui a passé sous les ponts. On a vu le maréchal Haftar bombarder les unités du FACT
au niveau du Soudan, mais au niveau de la Libye. Mais aujourd'hui, certainement, ils ont peur au Tchad que ces hommes d'Haftar qui sont arrivés pourraient avoir des éléments, comporter des éléments du FARC qui pourraient revenir sur N'Djamena. Surtout que, de manière officieuse, il se dit de plus en plus que le renversement d'Al-Bourhan préfigure la recomposition de l'espace politique tchadien et de l'espace politique nigérien. Il se dit de plus en plus qu'il y a un plan, Et les services spécialisés états-uniens pensent que derrière Hemeti se cache essentiellement la main de Moscou. Donc, il y a des craintes que ça redescende. Et les Tchadiens, s'ils convoquent les Français, c'est certainement en tenant compte de tout ça. On a l'impression que c'est quand même un imbroglio total du côté du Soudan et que c'est des nationalités différentes qui se retrouvent justement dans ce pays. D'un côté, on a ceux qui aimeraient aller dans le giron de la Russie et d'un autre côté également, on a ceux qui aimeraient rester dans le giron des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, il y a ça. Mais il y a bien plus que ça. Le Soudan, c'est un pays charnière, on peut dire comme ça, un pays qui permet à la fois un contrôle sur la corne de l'Afrique et une bonne visibilité sur le lac Tchad, sur la zone du lac Tchad, ainsi que les grands lacs. Donc vous voyez que nous sommes là au carrefour géopolitique, dans un carrefour géopolitique important. Oui. Les États-Unis, qui ont une base militaire secrète au Centrafrique, qui veulent à tout prix avoir une base militaire au Soudan, pensent qu'il y a un coup à jouer à avoir Al-Bourhan au pouvoir. Pourquoi? Parce que Al-Bourhan a eu des contacts très avancés avec les Américains et les Égyptiens. Or, et Al-Bourhan a été formé chez les Américains, chez les Égyptiens, qui, eux, travaillent beaucoup plus avec les Américains. Donc, c'est quelqu'un qui est maîtrisable. Et d'ailleurs, il a eu le soutien de la CIA à un certain moment, si bien qu'en 2021, il était dans les dispositions de livrer le président El-Béchir à la Cour pénale internationale. Tandis que de l'autre côté, on a Hemeti, qui est un rebelle au sens pur du terme. Il est général, certes, mais il a été hissé par la bonne volonté de El-Béchir. Mais il a été un rebelle d'une certaine particularité. C'est un rebelle qui était un nomade dans la zone et a gagné la confiance de beaucoup de populations. Et ces populations dont il a gagné la confiance ne sont pas que musulmanes. Tandis que Al-Bourhan, de son côté, c'est l'armée. Or, l'armée, et quand je parle de l'Égypte et des États-Unis, c'est que les États-Unis surfent sur les mouvements islamistes, là où ça les arrange, pour créer une forme de consensus autour de leur hégémonie. C'est comme ça qu'ils soutenaient, par exemple, ils ont soutenu Al-Qaïda. Donc, quand les idéaux islamistes les arrangent, quand je dis islamistes, ce n'est pas musulmans, c'est des idéaux extrémistes qui font de manière opportuniste allusion à l'islam. Donc, quand ça les arrange, ils utilisent ces mouvements. Dans le cadre, par exemple, du Soudan, l'armée soudanaise est une armée qui, en grande majorité, a été construite sous El-Béchir pour revendiquer ce genre d'idéal. Et vous allez voir que Hemeti, dans sa critique, considère que Al-Bourhan a tendance à avoir une philosophie islamiste. Et ça se comprend. Parce que Al-Bourhan lui-même émane des tribus du nord, du Nil bleu. Quand on dit le nord, c'est pas le nord du Soudan. C'est une minorité. C'est une minorité. Mais ils sont pour la plupart au nord du Nil bleu.
Et ces tribus, c'est des tribus qui ont été islamisées et arabisées très tôt, c'est-à-dire autour du 8e siècle. Et pour ces tribus, leur filiation, leur parenté anthropologique a été considérablement modifiée. Considérablement. Ils se sont eux-mêmes constitués une parenté avec les Arabes. Donc, c'est-à-dire que vous avez des Noirs africains qui n'étaient pas arabes, qui étaient des peuples autochtones, qui, parce qu'il fallait faire plaisir aux nouveaux maîtres, ont créé une relation de parenté avec ces derniers. Plus tard, cette relation est devenue un peu plus réelle parce qu'il y a eu des métissages. Mais au départ, c'est des populations qui n'ont aucun ancrage avec les peuples arabes. Donc, vous avez ces peuples-là, vous avez donc cette sociologie particulière, et Al-Bourhan, dans cette perception où il faut davantage donner de la place à ces groupes de pression à ancrage islamiste, veut unifier l'armée sur ce projet. Voilà un peu le truc de Al-Bourhan. Et Mehdi, pourquoi il est différent? Parce que Mehdi, lui, il a été un berger. Il a été un berger. Il a simplement constaté que à un moment, il vivait dans l'insécurité. Et quand il a sous-traité les questions de défense auprès du président El-Béchir, il a tellement fait bien son boulot que ça lui a attiré la sympathie de tous ceux qui vivaient dans le Darfour. Et ces personnes-là ne sont pas que musulmanes. Oui. Ces personnes sont des chrétiens, ces personnes sont des traditionalistes africains. Et Mehdi a gardé son réseau d'allégeance avec toutes ces personnes. Et Mehdi n'a jamais tenté d'inverser. Lui, il est musulman, mais il n'a jamais essayé d'islamiser ces personnes. Et avec Mehdi se pose le grand problème soudanais, qui a même abouti à ce qu'on appelle aujourd'hui la partition du Sud-Soudan, la sécession du Sud-Soudan. Pourquoi? Parce que ce que Mehdi est en train de faire, Mehdi rappelle le travail de Néméry, le président le général qui, entre 73 et 82, a fait vivre au Soudan un semblant de paix. Sous Néméry avait essayé de respecter les particularités socio-religieuses de chaque peuple qui constitue aujourd'hui le Soudan. Il avait compris que les groupes de pression qui voulaient à tout prix faire du Soudan une république arabe musulmane, il avait compris que c'était des dynamiques exogènes. Et il a tout fait pour que le Soudan soit une république laïque. Peut-on imaginer aujourd'hui que ce conflit va s'arrêter ou il faut tout simplement que Mehdi arrive au pouvoir? En quelque sorte. Aujourd'hui, au Soudan, pour nous, Africains, pour nous, panafricanistes, il serait intéressant d'avoir un Mehdi au pouvoir. Parce que Mehdi nous garantit quand même le respect de la religion de chacun. Mehdi n'est pas engagé dans l'islamisation à tout prix et à tous les prix de la société soudanaise, ce que Al-Bourhan lui corrobore dans son projet. En plus, Mehdi contrôle aujourd'hui, a contrôlé pendant longtemps les mines d'or. Ça a été son travail de les sécuriser. Mehdi, dans sa visite qu'il a accomplie à Moscou il y a quelque temps, Mehdi, au retour de là, a remis sur la table la question de la base militaire de Tartou.
la base militaire russe de Tartoum, où il demandait au pouvoir d'accélérer l'implantation de la dite base. Donc, du point de vue géopolitique également, Emeti rassure. Il rassure. Dans le contrôle des mines d'or, Emeti a montré les préférences pour un certain type d'investisseurs. Aujourd'hui, Emeti a accordé une préférence aux Russes dans l'exploitation de l'or. De l'autre côté, Al-Bourhan. Al-Bourhan, lui, contrôlait l'industrie militaire. C'est-à-dire, ils fabriquent ils ont, je crois, des brevets pour des Kalachnikov, ils ont des brevets pour les véhicules blindés légers. Donc, ils les fabriquent là-bas au Soudan. Mais on a vu que sous Al-Bourhan, cette production était encore contrôlée par les Égyptiens et les consultants états-uniens. Ça veut dire qu'Al-Bourhan, quelque part, n'entend pas s'émanciper de ces deux tutelles-là. Et il faut dire que l'Égypte n'a pas toujours eu un impact positif sur le Soudan. Donc, Emeti, à tout point de vue, représente un début de solution pour les Soudanais. Même si pour nous, panafricanistes, on dira que ce n'est pas encore la solution. C'est le moindre mal. Mais ce n'est pas encore la solution. Parce que la solution au Soudan, comme dans beaucoup de pays africains qui ont été islamisés, ce sera de faire le procès de l'arabisation par le biais de l'islam des peuples africains. Ce sera le grand enjeu panafricaniste à résoudre dans tous ces pays-là. Et même ceux des pays qui sont actuellement islamisés en Afrique, même le Nord Cameroun. Toutes ces contrées, nous devrons bien un jour passer par le procès de cette arabisation par le biais de l'islam. Parce que cette arabisation par le biais de l'islam a dénaturé, a contribué, a dénaturé une grande partie de l'Afrique. Et particulièrement de l'Afrique à partir de la partie du bas nord de l'Afrique centrale jusqu'à l'extrême nord de l'Afrique, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique du Nord. Cette arabisation par le biais de l'islam a créé une identité artificielle qui menace l'identité africaine. Merci à vous, Jonathan Matengue, d'avoir été des nôtres. C'est toujours un plaisir, mon frère Goss. Et sur la question du Soudan, il faut que les Africains gardent les yeux ouverts. Les Africains ne doivent pas se dire que le Soudan, c'est trop compliqué. Le Soudan, c'était des terres. Mon frère Goss, vous connaissez, nos ancêtres avaient une manière d'occuper des terres. Nos ancêtres avaient des terres qu'ils laissaient parfois un peu des étendues qu'ils laissaient libres. Mais ce n'était pas libre parce que ce n'était pas on ne pouvait pas les occuper. C'était libre parce que dans notre occupation de l'espace, il y a des zones qu'on consacre à un type d'activité précise. La question du Soudan s'est complexifiée parce que quand l'Occident est arrivé, ils ont introduit la sédentarité sur ce territoire. Ils ont fixé des peuples là-bas. Et ces peuples qui n'avaient pas un attachement à la terre, à ces terres-là, ces peuples aujourd'hui sont en train d'apprendre à vivre ensemble. C'est donc une question purement artificielle que nous devons résoudre. Mais nous ne devons pas laisser que cela soit résolu par le Moyen-Orient. Parce que le Soudan actuellement, il y a cette dynamique du Moyen-Orient qui est très forte là-bas. Les pays de la Ligue arabe qui veulent être beaucoup plus pertinents sur le territoire africain que nous-mêmes les Africains. Nous ne devons donc pas leur laisser ce flanc. Merci. Nous devons parler avec autorité et nous devons tout faire pour que nos frères du Soudan sachent que nous nous intéressons à eux, que nous voulons une solution viable pour leur propre pays. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Je vous souhaite de passer une très belle journée.